Depuis 1989, des centaines d'acteurs du débat public sont venus échanger avec des étudiants et un public toujours plus large. Année après année, tous ceux qui ont participé à la Cité de la Réussite ont modestement essayé d'apporter leur pierre au débat citoyen. Partager des connaissances, s'intéresser, s'étonner, questionner, apprendre et comprendre les autres. Telles sont les valeurs simples que nous avons essayé de promouvoir depuis 2 décennies. Transmettre est consubstantiel à la nature humaine, qu'il s'agisse de la vie que l'on donne, du savoir que l'on partage, des biens que l'on lègue, des rites et croyances que l'on diffuse, oralement ou par écrit. La Cité de la Réussite est par essence le lieu où se jouent toutes les gammes de la transmission. On se presse au débat pour recueillir la parole et la pensée de celles et ceux qui s'obligent volontiers à transmettre leur expérience, leurs réflexions, leurs solutions ou leurs révoltes. Et bâtir quelque chose ensemble. On est engagé parce que vivre, c'est choisir. Ça veut dire prendre des risques. La réussite ou le succès, c'est une succession d'échecs qu'on surmonte, qu'on contourne. Il faut apprendre à apprendre. J'ai un rêve d'élever l'humanité par la danse. Quelle est l'œuvre d'art qui a pu transformer les gens autant que, je ne sais pas quoi, les 35 heures ou la retraite? Si ce n'était plus la solution McDonald's qui triomphait. Manger la même chose, penser la même chose dans tous les domaines, ça c'est le contraire de la cohésion. Cette mondialisation est au contraire une grande source de diversité. Je crois aux intelligences collectives. On fait partie d'une unité qui s'appelle l'humanité. Je pense qu'on manque plutôt de tolérance, souvent. On peut respecter quelqu'un qu'on n'aime pas, on ne peut pas aimer quelqu'un qu'on ne respecte pas. La France doit comprendre qu'elle est multiple et que la différence est une chance. Chacun sait qu'il constitue un maillon et que si ce maillon faiblit, tout s'écroule. La lâcheté générale à l'égard de la responsabilité politique. Mais l'idée, c'est d'installer que les hommes politiques sont complètement déconnectés des réalités. Nous sommes entrés dans un nouveau siècle et déjà, il est en danger. L'expérience, c'est une lanterne qu'on a dans le dos et qui éclaire le chemin parcouru. La lutte contre l'incertitude, c'est ça notre destin. L'avenir va être absolument passionnant. Bonjour à toutes et à tous, je suis François Langlais, France 2 RTL, et c'est moi qui vais être le modérateur de cette session sur les entreprises familiales. Alors vous le savez, on les dit plus résistantes que les autres, ces entreprises familiales, plus visionnaires aussi parce qu'elles ont le souci du temps long et puis l'obsession de la transmission, hein, c'est le thème de notre cité. Elles comptent pour 85% des PME et des entreprises de taille intermédiaire, donc c'est beaucoup. Elles figurent aussi parmi les plus beaux fleurons du CAC 40, les grandes entreprises cotées françaises. C'est-à-dire qu'au total, elles comptent pour plus d'un emploi sur 2 en France. Autant dire qu'elles sont indispensables à l'économie, et ça depuis toujours, parce que finalement, le capitalisme est né dans la famille. Hein, on l'oublie, mais c'est bien de là que vient l'économie. Qu'est-ce qui explique le succès de ce mariage, justement, entre famille et entreprise? Est-ce qu'il est toujours adapté au temps moderne? Comment s'organise la transmission des savoirs et des savoir-faire dans ces entreprises? Comment cultive-t-elle le temps long, justement, à une époque où tout s'accélère, hein, on le sait tous de façon intuitive. C'est ce qu'on va découvrir en compagnie de nos invités. Je vous propose de les accueillir et d'applaudir tout d'abord Corinne Menzelopoulos. Bonjour. Si vous voulez bien vous installer à côté de moi.
Corinne, vous êtes propriétaire et gérante d'une très grande maison de vin, hein, enfin d'un domaine viticole qui est l'un des plus célèbres au monde, qui est Château Margaux. Et je vous demande d'accueillir ensuite Gonzalve Bic. Bienvenue. Gonzalve, vous avez un nom que tout le monde connaît parce qu'on vous a tenu dans la main ou presque, ou pour les hommes sur nos joues. Bic, bien sûr, vous êtes directeur des opérations du groupe Bic, autrement dit, vous avez la main sur une grande partie de l'entreprise aujourd'hui. Et je vous demande d'accueillir enfin Arnaud Cornette de Saint-Cyr, il est commissaire-priseur. Bienvenue. Bienvenue Arnaud, vous êtes co-dirigeant d'une grande salle des ventes française, c'est la 4e je crois, hein, et qui a été fondée par votre père. Vous connaissez comment les règles de fonctionnement de la cité. On va faire un petit tour de table rapide, après quoi nous prendrons les questions préparées par nos étudiants, ils sont là au premier rang, et ils vous ont préparé des questions qui sont très intéressantes et qui je crois nous aideront bien à comprendre ce qu'est une entreprise familiale et à quoi elle sert aujourd'hui. Et puis bien sûr, la dernière partie, ça sera vous dans la salle. Les micros circuleront de façon à ce que vous puissiez interpeller aussi nos invités. Corinne Menzopoulos, je le disais, vous dirigez donc un grand domaine viticole, c'est votre père qui l'a acheté. La transmission à la génération future, je crois que votre fille travaille avec vous. Est-ce que vous y avez pensé dès le début? Prenez un micro. Il s'agissait à l'époque de plutôt me remettre du choc qu'avait été la mort de mon père, qui est mort dans son bureau comme un lion à 65 ans. Il avait acheté Château Margaux en 1977, il est mort en 1980. Quand il avait acheté Château Margaux, tout le monde a un peu ricané en disant un grec dans le Médoc, ça va pas être ça va pas être très bon, puisque Bordeaux était dans son ensemble pas bien à l'époque, on n'avait eu que des millésimes mauvais, et ça a été plus spectaculaire sur Margaux, puisque Margaux a été à la vente pendant 2 ans avant que mon père le prenne. Et il a corrigé tout le monde en disant « je ne suis pas grec, je suis hellène », ce que j'ai trouvé extraordinaire comme finesse, si vous voulez, parce que ça changeait tout le profil. Et il a fait en 2 ans ce que tout le monde a fait peu ou prou depuis, c'est-à-dire les nouveaux chais, le consultant extérieur, la création du 2e vin, etc., etc. J'en passe, puisqu'on n'arrête pas depuis 40 ans. Mais quand il est décédé, ça a recréé un autre choc. Ils se sont dit « le grand homme parti maintenant, Margaux va être encore mal géré ». Et donc, j'ai eu, c'était moi d'abord à qui l'on transmettait, mais beaucoup trop vite. J'étais en fait en contrôle de gestion dans les magasins Félix Potin qu'il possédait à l'époque. Vous êtes trop jeune pour vous en souvenir. Et, Félix Potin, on y revient. Félix Potin, oui, non, on n'est pas si jeune que ça. Bravo. Et donc, il s'agissait surtout de faire face à ça. Et j'ai eu la chance d'être épaulée par des collaborateurs absolument extraordinaires que je me suis bien gardée de quitter. J'ai bien gardé tout le monde en place parce que je me disais, mon père a forcément raison. Donc s'il a choisi ce type-là, je me le garde et je me l'écoute. Aujourd'hui, la transmission, les années ont passé. Ça fait 40 ans qu'on est propriétaire de Margaux. Ma fille travaille avec moi, donc il s'agit de préparer la transition. Elle est là depuis 5 ans. Et mon fils ici présent, qui est venu me voir, fait de l'œnologie à Bordeaux. Donc effectivement, tout d'un coup, je m'aperçois qu'il est temps de préparer la transmission. Merci à vous. On reviendra bien sûr hein, sur ces éléments que vous nous avez donnés. Arnaud Cornette de Saint-Cyr, patron donc d'une grande salle des ventes. Quelle peut être l'ambition de la seconde génération que vous représentez après celle du fondateur, alors que votre père est toujours là? J'imagine que s'il n'est plus aussi actif, il est quand même présent. Il est d'abord toujours aussi actif. Il est là tous les matins à l'ancienne, c'est lui qui arrive le premier et qui part le dernier, et qui nous a inculqué ça. Pour nous, les défis, ça a été évidemment de relever le défi de l'ouverture du marché, de relever un petit peu la façon dont le marché de l'art s'est réorganisé, s'est internationalisé. Il y a 20 ou 30 ans ou 40 ans, le monde de l'art était une sorte de petite secte, il y avait un groupe de collectionneurs qui faisait un peu le marché. Aujourd'hui, le marché s'est totalement mondialisé, donc il a fallu effectivement s'adapter à cette nouvelle donne, au changement même de structure du marché. Il y a des domaines entiers qui sont maintenant beaucoup moins recherchés. Les mobiliers classiques ne se vendent plus du tout, l'art contemporain a pris une place prédominante. Donc notre défi, ça a été, quand on est arrivé, pour épauler mon père, de recentrer l'activité sur ce qu'on a pressenti être les marchés porteurs,
que sont l'art contemporain, l'art moderne, le design, tout l'art du XXe siècle qui, effectivement, s'est avéré être le domaine dans lequel l'activité est la plus florissante. Merci à vous. On reviendra bien sûr aussi là-dessus. Gonzalve Bich, je termine ce rapide tour de table avec vous. Vous prenez, je l'ai dit, la relève d'une histoire prestigieuse. C'est une marque que tout le monde connaît. C'est pas trop lourd, ça, pour vos épaules, aussi solide qu'elle soit. À la fois l'histoire de la famille, j'entends, et puis cette marque si prestigieuse. Lourd, je ne sais pas, mais c'est un bel honneur déjà, c'est une responsabilité et c'est un challenge de vie. Je pense que quand on évolue dans une société familiale comme Corinne et Arnaud, c'est des projets de vie. Et donc on ne parle pas d'expérience gagnée sur un poste ou 2 postes qu'on va aller accompagner dans une autre entreprise. On apprend un métier, on l'apprend très jeune. J'ai des souvenirs avec mon grand-père, à 8 ans, dans l'usine d'origine, l'impasse des Cailloux à Clichy, où on serrait la main de tous les collaborateurs qui partaient pour leurs vacances de Noël. Ça reste. Et ça, c'est quelque chose qui s'imprègne très fort sur le cœur et sur l'esprit, et quelque part sur les tripes aussi. Et c'est là où on commence une aventure qui se prolonge sur des décennies. Quand on s'appelle Bich, est-ce qu'on imagine un jour, un instant, ne pas travailler dans l'entreprise familiale? Absolument. On n'est pas né avec le devoir, au moins pas dans notre famille. Je sais que ce n'est pas le cas de tout le monde. On regarde autour de soi. Moi-même, en terminant mes études, je n'ai pas rejoint le groupe. Je suis allé travailler dans un groupe de conseil à New York et après, j'ai rejoint Bich. On est une grande famille, on est peu au sein de la société. Énorme, hein, puisqu'il y a eu beaucoup de descendants de la première génération. Et à la troisième, vous êtes combien? On est 41 aujourd'hui et 23 à celle d'après, déjà. Donc, il y avait de la concurrence, finalement. Hein. On ne va pas parler de concurrence, on va parler de transmission, c'est pour ça qu'on est là, et plutôt des valeurs partagées. Parce que même ceux qui ne sont pas au sein de la société ont reçu ces valeurs-là. Ils ont grandi comme moi, avec mon grand-père qui les regardait, avec leurs parents qui leur ont inculqué les mêmes valeurs, et même ceux qui ne sont pas opérationnels au sein de la société partagent ces valeurs et m'épaulent et me donnent énormément d'énergie dans ce que je fais tous les jours pour accompagner nos 18 000 collaborateurs à travers le monde. On reviendra bien sûr sur les valeurs, la culture, parce que c'est un élément central. Corinne, juste encore un mot. Vous disiez finalement, voilà, la disparition de mon père, mort au bureau, donc vraiment sur le champ d'honneur, si je puis dire. Est-ce que le travail que vous faites pour l'entreprise aujourd'hui, vous le faites aussi pour lui? Est-ce qu'il y a ce dialogue qui s'établit aujourd'hui entre vous et votre père, et la poursuite de son œuvre? Certainement. Pardon, j'oublie toujours. Certainement, mais bien au-delà de mon père, il y a la chose que l'on doit à Margaux, si vous voulez. Château Margaux n'est pas une entreprise comme une autre. Château Margaux a 500 ans. C'est une toute petite entreprise. Nous sommes que 82. Nous avons 80 hectares. Nous n'avons jamais voulu investir ailleurs, puisque je ne vois pas ce que ça nous apporterait, de diversifier notre passion, notre travail, notre énergie. Et c'est Château Margaux, je crois, qui nous force quelque part, qui nous appelle à ce devoir, qui est, quand mon père est mort, en dehors de la grande tristesse et du bouleversement que j'avais à titre personnel, il y avait quelque chose dans Château Margaux qui appelle à travailler pour... On est au service de Château Margaux. On se doit, et on sait que, puisqu'on est depuis 500 ans, on est toujours là, on n'est qu'une chaîne, un petit maillon de la chaîne, on n'est rien du tout. Donc, on le doit à Château Margaux. Je ne peux pas vous dire autre chose. C'est plus grand que nous. À chaque fois que j'y retourne, puisque je navigue toujours entre Paris et là-bas, il y a une beauté, il y a une sérénité. On dirait que personne ne travaille, parce qu'en fait, on a 262 hectares, on a des prairies, etc. Enfin, peu importe. Donc, 80 personnes étalées sur ces 262 hectares, c'est vrai qu'on ne voit rien. Or, il y a un travail d'enfer. On n'arrête pas une seconde. En ce moment, les vins sont encore en train de faire leur mamelot lactique dans les cuves. Mais si vous arrivez dans le cuvier, il n'y a rien. Il ne se passe rien. Ça sent le vin, c'est tout. Et il y a un calme absolument effrayant. Mais c'est l'exigence. Voilà, je cherchais le mot. C'est l'exigence que Château Margaux nous impose. Merci Arnaud. J'ai envie de vous poser la même question qu'à Gonzalve. Est-ce que, quand on a un père qui réussit dans un domaine comme celui-là, qui justement organise une entreprise qui est destinée à durer, est-ce qu'on a le choix de
faire autre chose ou de faire ça? Moi, je l'ai eu et j'ai fait autre chose. Ce que mon père m'a transmis avant l'idée, le devoir ou la possibilité de le rejoindre, c'est vraiment d'apprendre ce qui fait la quintessence de notre métier, c'est l'amour de l'art. Je me souviens quand j'étais petit, mon père m'a assis sur une chaise, j'avais 5 ans ou 6 ans, devant une très belle terre cuite, une tête d'homme, une terre cuite 17e, absolument superbe. Et il m'a dit, assieds-toi et regarde pendant 1 heure. 5 ans, c'est long, hein, sur une chaise pendant 1 heure devant un type en terre cuite qui vous regarde avec des yeux, par hypothèse, un peu inexpressifs. C'était un petit peu long. Et puis, j'ai appris, j'ai regardé, j'ai commencé à comprendre. Et puis ce long cheminement dans la compréhension du monde de l'art a fait son effet. Et puis, il s'est passé ce qui se passera pour beaucoup d'étudiants, c'est-à-dire qu'on fait ses études, on rentre dans une prépa, on fait une école. Dans son école, moi j'ai fait l'ESCP. À l'ESCP, c'était l'option finance qui était la meilleure. Donc après, il y avait la coopération. Donc je suis parti à Hong Kong faire de la finance. Et puis je me suis retrouvé à 25 ans ou 26 ans. J'étais resté dans la banque qui m'avait employé. Et je me suis dit, mais j'ai 26 ans, je suis banquier. À quel moment de ma vie j'ai décidé d'être banquier? Jamais. Ça s'est fait comme ça s'est fait par non-choix. Et c'est là où je me suis dit, il faut vraiment analyser ce que tu veux faire. Quel est ton projet? Et j'ai choisi d'arrêter la finance, de quitter Hong Kong, qui était un endroit merveilleux pour vivre, et de rejoindre l'étude familiale à ce moment-là. Et je pense que c'est important, je pense qu'on aura l'occasion d'y revenir, mais c'est sûrement le conseil que je donnerai à mes enfants, à mes filles, si jamais elles veulent nous rejoindre un jour. Je pense que j'anticipe un petit peu sur les débats. Quel âge elles ont? Elles ont 22 et 18. 22, 18 et 7. Elles sont quand même en âge de se poser ces questions. Et 7 mois pour la 3e. Alors celle-ci, c'est un peu tôt. Celle-là, c'est un peu tôt. Mais vous ne la mettez pas devant la tête en terre cuite? Absolument. Mais c'est vraiment de commencer par avoir son propre chemin, d'abord parce que c'est formateur, et surtout, parce que le fait de rejoindre un groupe familial doit être un choix positif, et pas un choix de facilité, pas un choix par défaut. Le fait de quitter une carrière, peut-être beaucoup dire, mais disons un chemin qui semblait tracé dans la finance pour mon cas ou autre chose, et de décider de revenir, c'est un choix positif et c'est un choix qui est beaucoup plus structurant que d'y aller comme ça par facilité parce que c'est là et parce que c'est plus simple. Merci à vous trois. Alors on va débuter la deuxième partie de notre débat avec nos étudiants. Ils viennent de plusieurs grandes écoles. Il y a l'ESSEC, il y a l'école européenne, il y a le SCP, HEC, Assas et l'EDEC. Première question, chers amis, si vous pouviez vous présenter avant de formuler votre question, ça serait formidable. On va vous prêter un micro. Merci à vous. Ah bah, voilà, le mieux c'est encore de prendre celui qui vous est tendu derrière, comme ça Corinne gardera le sien. Du coup, bonjour, Pierre Laurent, je suis un étudiant de l'ESCP. Et ma question, du coup, s'adresse à vous trois. C'est un adage qui revient souvent. On dit que la première génération construit, la seconde développe et la troisième fait couler l'entreprise. Du coup, qu'en pensez-vous Gonzalve, vous êtes la troisième. Exactement. On va peut-être vous demander de répondre d'abord. Parce qu'on a deuxième et troisième. Ça s'appelle un piège. Tout d'abord, je pense que ça peut arriver à toute génération. Et quelque part, je vois ça comme un défi. L'adage, il existe. Il est gros comme une maison. Et quand je vois déjà les 23 de la 4e génération, je me dis, j'ai beaucoup à faire pour leur transmettre quelque chose. Et pour moi, non seulement c'est un challenge et un défi, mais aussi il y a toute la préparation de cette 4e génération qui devient passionnante. Donc moi, ce n'était pas une terre cuite que j'ai regardée pendant 1 heure. Mon père, quand je devais avoir 5, 6 ans, m'amenait dans les ateliers et me mettait des plaquettes de pointe. Alors, des plaquettes de pointe, dans le verre que j'ai là, il y a 20 000 pointes. Donc vous imaginez. Et là, on vous dit, tu les comptes. Donc, Corinne, tu nous diras si toi, tu as compté des bouteilles. Mais quelque part, chaque famille prépare la génération d'après d'une manière constructive, je pense. Et ça se traduit dans les comportements qu'on enseigne et qu'on montre tous les jours. Les valeurs qu'ont une famille, et donc une entreprise familiale, qui sont porteuses non seulement pour ceux de la famille qui évoluent, mais tous les collaborateurs, c'est absolument fondamental. Et ça se traduit dans le tous les jours, dans les actes très visibles et ceux qui ne le sont pas. Corinne, cet adage des 3 générations,
Alors évidemment, il est caricatural, mais ça veut dire quand même une chose, c'est que finalement, au bout d'un moment, quand l'entreprise est construite, il y a finalement presque plus de risques, parce qu'on a plus à perdre qu'à gagner, non? Non. Prenez le micro. Il faut céder à la tentation de vouloir grandir dans un métier comme le nôtre. On est tout petit. Donc c'est vrai que si je ne vois pas comment on peut détruire 82 hectares de premiers grands crus classés qui sont là depuis 5 Il faut s'y mettre, siècles, oui. à moins de mettre du vinaigre dans les cuves et de ne pas se faire choper en plus, bon, avant que ça soit fini. Je ne vois pas comment c'est possible. Encore une fois, Margot nous dépasse. Puis les adages, entre parenthèses, c'est même pas du grec, c'est du latin, donc franchement. Autant dire que ça vaut pas grand-chose. Arnaud. Moi, je pense qu'au contraire, je ne sais pas si mes filles nous rejoindront un jour, ou mes neveux, ou nièces, mais je vois un petit peu déjà ce qu'elles nous apportent en conseil dans tous l'extraordinaire révolution numérique. Alors c'est un peu une tarte à la crème, c'est une évidence, mais la façon dont cette révolution impacte tous nos métiers, impacte la façon dont on gère nos rapports à nos collectionneurs, nos rapports au monde de l'art en général, la façon dont on diffuse l'information. Les bouleversements sont absolument colossaux. Moi, je me sens déjà très très vieux dans ce domaine, et je sais qu'elles ont une vraie carte à jouer pour nous apprendre à relever ces défis. Donc, je ne sais pas si la troisième génération coulera à l'entreprise, je ne le souhaite pas évidemment, mais je pense qu'au contraire, il y a des défis majeurs que la nouvelle génération, en tout cas, va nous aider à relever de façon extrêmement importante. Dites-moi une chose, dans les repas de famille, vous évoquez ça avec vos filles, alors vous allez venir travailler, oui, non, vous en discutez, elles vous en parlent, elles vous sollicitent, ou au contraire, vous attendez que ça soit mûr? J'attends que ce soit mûr. Pour l'instant, je les ai poussées à faire autre chose. Elles font pour la grande une école de commerce. La petite, voilà, on verra l'an prochain. Mais a priori, elle fera aussi une école de commerce, j'espère, internationale. Pour l'instant, je les pousse pas du tout. Encore une fois, je me répète, mais pour que le choix soit un vrai choix positif, que ce soit une porte ouverte, mais que ce soit pas une obligation, que la pente soit une pente montante et pas descendante. C'est vraiment important. En revanche, ce que j'essaie de leur transmettre, c'est l'amour de ce qui fait le cœur de notre métier, c'est-à-dire le monde de l'art. Donc ça, c'est une vraie transmission. Encore une fois, c'est un peu comme Corinne, c'est le monde qu'adresse notre métier est un monde qui nous dépasse largement, et ça, j'essaie de leur transmettre. Et c'est, j'espère, par ce biais-là, qu'elles voudront peut-être rentrer dans notre entreprise. Et ça, en tout cas, elles le seront, et elles ne seraient heureuses dans ce métier que si, au départ, il y a une vraie passion pour le monde de l'art. Sinon, il vaut mieux qu'elles fassent autre chose. Merci à vous. Deuxième question de nos étudiants. Du coup, c'est la dernière pour moi. Comment être légitime lorsqu'on reprend une entreprise auprès de ses salariés? Parce que c'est Comment être légitime auprès de ses salariés? Oui, exactement, auprès de ses salariés. Autrement dit, on la reprend parce que, justement, on a un nom. Comment ne pas passer pour le fils à papa, entre guillemets? Très bien. Qui veut répondre à ça? Fils d'eux. Arnaud. J'ai des employés de ma société ici, je peux peut-être leur poser la question. On ne va pas les mettre en difficulté. D'abord, les entreprises familiales, je pense qu'une des forces de ces entreprises, c'est justement de maintenir une culture familiale, y compris avec les gens, avec nos collaborateurs. Ça, c'est très important. Si on arrive à relever ce défi, si on n'arrive pas en jouant les gros bras et en disant c'est moi, c'est moi, c'est moi, et qu'on arrive à créer ce lien, je pense que déjà une partie du pari est gagnée. Et puis encore une fois, pardon, je me répète un peu, mais le fait d'avoir fait autre chose avant donne une forme de légitimité. Le fait d'être revenu avec un bagage un peu différent. Ça vous assoit. Je pense, oui, enfin, j'imagine en tout cas. Gonzalve, Corinne, comment on se fait un prénom, au fond, dans une succession de générations? Bon, si vous avez fait des études, ça vous donne certainement une légitimité. Enfin, si vous avez fait des études à peu près bonnes. Et je pense à Margot en particulier que ça rassure les gens. Je vois le plaisir qu'ils éprouvent à avoir vu ma fille arriver, ils me le disent tous, du vigneron à l'ouvrier de chez. Ils me disent, écoutez, on est tellement contents de voir Alexandra arriver, ça nous rassure. Alexandra, c'est votre fille? C'est ma fille. Elle a quel âge? Elle a 32 ans et elle avait depuis 5 ans avec moi. Et elle a en plus monté un wine bar à Londres qui marche très très bien. Donc elle a fait aussi ses preuves parallèlement.
Ils sont vraiment contents parce qu'il faut aussi comprendre Margot. Et ils se rendent compte, je pense, aujourd'hui, que la famille a vraiment compris Margot. Que l'enjeu, la pérennité, les siècles à venir. Et c'est ça qui est important de conserver aussi. Et vraiment, ils sont contents. Vous dites au fond que c'est aussi un élément de réassurance pour les salariés. Je l'ai senti. Oui, parce que il ne va pas y avoir de changement, il ne va pas y avoir un groupe qui arrive, qui a par exemple, des notions de rendement, des notions qui sont tout à fait contraires à ce que nous sommes. Nous sommes toujours dans la qualité. Et un actionnaire extérieur pourrait avoir comme jugement éternel, enfin comme critère, la quantité, c'est le contraire. Gonzalve, se faire un prénom après Marcel et Bruno, comment on fait? Est-ce que c'est un sujet, un souci pour vous? Comment est-ce que vous avez vu, dans le regard des salariés, votre arrivée? Alors déjà, quand on s'appelle Gonzalve, le premier jour, c'est assez facile, parce que c'est quand même pas commun. Je pense pas qu'il y ait de Gonzalve dans la salle. Et puis on n'arrive pas comme ça, pouf, un jour. On évolue, on apprend la qualité, on apprend les valeurs, et on les a déjà démontrées au fil des années aux salariés. On a fait partie de l'équipe, on a fait de la chaîne, alors j'ai pas fait les récoltes, mais on a été dans les usines, on a été sur le terrain. Et puis c'est pas nouveau, on est né avec ce nom-là, et quand on est de la 3e ou de la 2e génération, le nom est porté, donc on a quand même 20, 30, 40 ans d'expérience de porter un nom, mais c'est vrai que le prénom devient très important quand on est dans une entreprise familiale, non seulement pour se départager des générations qui sont venus avant, mais aussi des autres membres de la famille qui sont dans la société pour qu'eux aussi puissent exister, créer leur identité, évoluer et un jour en prendre la responsabilité, on l'espère. Merci. Une autre question. Alors bonjour, je m'appelle Lucas, je suis en première année à HEC et je vais vous poser la question suivante. En comparant vos entreprises familiales aux entreprises entre guillemets normales ou non familiales, qu'est-ce qui fait selon vous la force de vos entreprises familiales et les atouts face aux entreprises qui ne le sont pas ? Ça, c'est une question effectivement très importante. J'imagine que chacun de vous trois a des idées sur la question. Qui veut commencer ? Je crois qu'il n'y a pas de conflit d'intérêts, justement. C'est-à-dire qu'on travaille forcément, même si on était débile ou qu'on ne comprenait rien, on travaille d'abord pour soi, donc pour l'entreprise, et on ne veut pas dénaturer une entreprise comme Margot qui vous dépasse complètement. Donc ça, je pense que c'est très important. C'est ce que je disais il y a 5 minutes, le fonds n'est pas là. Si un fonds arrive avec d'autres impulsions, ou de planter 10 hectares en dehors du cœur de la propriété qui est la qualité absolue, c'est fichu. Là, oui, on est d'accord. Mais parce qu'il y a un conflit d'intérêts manifeste, ce qui n'est pas le cas quand vous êtes un membre familial. Gonzalo. Pour moi, c'est 2 choses. Premièrement, et tout d'abord, c'est le respect de l'humain, des hommes et des femmes qui évoluent au sein de nos entreprises. On les traite quelque part, au moins chez BIC, comme de la famille, et je pense que c'est le cas pour Corinne et Arnaud. Et donc, une famille, ça se fait grandir, ça se choisit, on leur apporte des choses. Donc ça, c'est un premier élément. Et le deuxième, tu l'évoquais il y a 2 secondes, Corinne, c'est les décisions. Les décisions, elles se prennent, qu'elles portent sur le long ou le court terme, toujours avec un objectif long terme, générationnel, en décennies. Et donc, on cherche vraiment un rendement, qu'il soit en qualité économique ou autre, sur le très long terme. Arnaud, vous partagez ce sentiment ? Absolument. Je ne pourrais que répéter ce qui a été dit. La vraie force de nos entreprises, c'est la cohésion. Il n'y a de richesse qu'humaine dans nos sociétés. C'est la cohésion qu'on arrive à créer autour de notre famille et de faire de notre société une seconde famille. Et puis le processus de décision qui est beaucoup plus effectivement réfléchi dans le long terme et beaucoup plus rapide, parce que les décisions se prennent entre nous, quelquefois le matin autour d'un café, quelquefois de façon plus réfléchie quand les décisions sont lourdes, mais c'est un processus de décision qui est plus rapide et plus réactif. On a la chance d'avoir dans l'assistance un membre d'une famille éminente, d'une entreprise familiale éminente, Laurent Dassault. J'aurais bien envie de lui poser la question aussi. Monsieur Dassault, justement, on caractérise souvent les entreprises familiales par leur rapport au temps long. Est-ce que vous partagez cela? Si on peut lui faire passer un micro. Bien, merci. Moi, je fais partie de la 3e génération.
la plus difficile. Vous l'avez dit, 80% des sociétés familiales disparaissent à la 3e génération, donc le challenge est important. Le nom est très important. On reçoit un nom, il faut le faire durer, il faut le transmettre. On a un devoir de mémoire formidable. Ce devoir, il faut l'accepter et il faut l'assumer. Alors, la difficulté, je dirais, d'abord, bien entendu, c'est de tenir, mais la grande difficulté, c'est de développer. Comment, vous trois, allez-vous développer vos entreprises à partir de ce que vous avez reçu? Est-ce que M. Bic va racheter Montblanc? Est-ce que Corinne va racheter Mouton Rothschild? Est-ce que Arnaud Cornette de Saint-Cyr va racheter Arcurial? Christie's. Arnaud, Christie's, c'est pour demain. Christie's, j'en parle pas pour l'instant, mais vous le saurez vite. Donc, fondamentalement, les projets de développement, c'est quoi pour la maison Cornette de Saint-Cyr? C'est de la croissance interne, évidemment. C'est s'appuyer de plus en plus sur nos points forts. Et c'est d'aller chercher des relais de croissance dans des domaines qui sont un peu connexes à notre cœur de métier. Voilà, c'est développer en gros tout le XXe siècle, développer des nouvelles aventures. On a lancé des ventes de haute couture, on a lancé des ventes dans plein de domaines qui sont un petit peu nouveaux. Donc ça, c'est des vrais relais de croissance. Et puis après, il y a une stratégie de développement international. On a ouvert une maison de vente en Belgique. Il y a d'autres pays qui nous intéressent. Voilà. Et puis après, il y aura peut-être des rapprochements éventuels avec d'autres partenaires, mais pour l'instant, c'est vraiment du développement en interne sur nos forces propres. Corinne, Mouton Rothschild. Ce serait pas mal. Non, encore une fois, je ne vois pas ce que ça peut apporter à Margot. Nous représentons 0,00001%, je crois qu'il les produit 3 milliards de bouteilles de vin par an. Donc, nous avons un produit par an qui est un millésime différent à chaque fois. Donc, nous n'avons pas besoin de prendre de part de marché, nous n'avons pas besoin d'avaler quelqu'un d'autre, nous n'avons pas de concurrence, a priori, qui va arriver du jour au lendemain. Il faut 500 ans, parce que les gens qui vous disent qu'ils ont trouvé le meilleur terroir en 20 ans, c'est pas vrai. Donc, nous, on le sait parce qu'on le voit sur place. Et c'est ça qui est très important, c'est que c'est pas du tout notre propos. Le grand risque, je trouve, justement, dans une société quelle qu'elle soit, c'est de perdre un peu son âme en voulant grandir coûte que coûte. Et c'est là où vous diluez le capital, et c'est là où vous êtes un jour peut-être condamné à voir quelqu'un de l'extérieur. Et ça, pour Margot, ce n'est pas envisageable. Gonzalo Bic, sur cette question du développement. C'était Montblanc, la question, Laurent Dassault. C'était Montblanc. Alors non. merci votre. Non, j'ai pas dit ça, mais je pense qu'on a d'autres idées. Comme l'a dit Arnaud, c'est le développement à l'international. Même si on est présent dans 160 pays du monde, on peut continuer à se développer en profondeur. Et ce qui est bien avec nos produits, surtout pour les enfants et dans les écoles, c'est que tous les jours, on a des nouveaux consommateurs qui arrivent. Mais quelque part, on l'a évoqué tout à l'heure, c'est continuer, c'est de transmettre et la qualité. Toujours de la qualité. Je suis choqué par la qualité qui baisse tous les jours dans les biens de consommation que je trouve dans les magasins, que ça soit en Europe ou dans le reste du monde. Et pour nous, un des succès, une des clés de voûte de notre métier, c'est la constance de qualité, de toujours rassurer le consommateur qui a un lien étroit avec la marque, qui est notre nom, parce que cette confiance qu'il a avec nous peut se détruire en une seconde. Et donc ça se transmet. Est-ce que vous avez le sentiment, Gonzalo, de prendre des décisions sur des critères un peu différents des entreprises qui ne sont pas familiales, pour prolonger la question de notre étudiant? Autrement dit, est-ce qu'il y a des choses qui vous font justement aller plutôt de ce côté-là, alors que dans une entreprise qui serait détenue par des actionnaires internationaux relativement anonymes, on prendrait d'autres décisions? Derrière ma question, il y a évidemment le rapport court terme-long terme, mais pas seulement. Je pense que clairement oui, mais c'est pas forcément différent. J'ai des variables supplémentaires. On a des actionnaires, ils sont internationaux, ils sont grands, on a des institutionnels et on compte sur eux, ils ont des très bonnes idées et on les rencontre tout au long de l'année. Mais par contre, quand on regarde ses enfants ou les neveux et nièces de la famille, c'est vrai qu'on ne voit pas le monde de la même manière.
le dernier tweet de Trump m'importe beaucoup moins, très probablement, qu'une entreprise qui a un quarter à terminer ou une année à faire. Quand on regarde le lancement d'un produit qui n'est pas au niveau en qualité, on se dit oui, mais bon, ça serait quand même bien, j'arriverai à faire mon année. Non. Non, parce que ça serait enfreindre et un manque de respect aux générations qui nous ont bâti le socle sur lequel on doit continuer à avancer. Donc oui, d'autres, mais pas forcément différentes. Ça veut dire que dans ces paramètres supplémentaires, c'est l'histoire, la culture, ce qu'on vous a transmis justement? Absolument. L'histoire, la culture... C'est un fil à plomb, quoi. Pardon ? C'est un fil à plomb qui vous permet de toujours connaître la verticale. Absolument. Et dans les moments vraiment difficiles, et comme on en a parlé, le monde va à une telle vitesse aujourd'hui, l'iPhone, il bing toutes les 30 secondes. Il y a un moment où il faut le poser, et c'est là où on se dit, qu'est-ce qu'aurait fait mon grand-père, qu'est-ce qu'aurait fait mon père, ou qu'est-ce que ferait mon père, mais plutôt quelle aiguille est-ce que je suis, où est-ce que je vais, où est-ce que j'emmène ma famille et les actionnaires. La boussole, plutôt. Exactement. Plutôt la boussole, le nord. C'est ça. Corinne, ça vous paraît être une bonne métaphore, ça? Oui, il s'agit de léguer l'entreprise dans le même état excellent qu'on me l'a laissé aux enfants. Je crois qu'on a tous les trois une particularité quand je nous écoute, si j'ose dire, c'est qu'on n'a pas tué le père. Le grand risque pendant les sociétés familiales, justement, c'est de tuer le père et de faire exactement le contraire ou de diversifier. C'est comme si tout d'un coup nous partions dans la moutarde ou dans la charcuterie. Enfin, bon. À la moutarde Margot, ça. Mais ça se vendrait bien en plus. Donc, vous voyez, il faut savoir rester sage et ne pas avoir tué le père. C'est en même temps quelque chose que je trouve que je lui dois et que je dois maintenant à mes enfants. Arnaud, sur ce sujet de la boussole. Oui, absolument. Dans nos entreprises, je crois qu'il y a une notion qui est très forte, c'est l'ADN de nos familles et de nos entreprises. Et c'est vrai que ça nous amène à prendre des décisions qui sont des décisions qui ne sont pas forcément d'une rationalité économique immédiate, mais qui participent de la construction lente et continue de l'ADN de nos familles et de nos sociétés. Pour ce qui nous concerne, par exemple, c'est ouvrir nos lieux à des expositions uniquement culturelles, faire venir des artistes, faire venir des jeunes artistes, participer à des salons comme le Salon de Montrouge, pour faire émerger des jeunes talents. Ce sont des choses qui n'ont pas réellement d'impact économique sur nos bilans, sur nos années, sur nos chiffres, mais qui participent d'abord à une chose importante qui est notre propre ADN, c'est-à-dire ce qui nous anime, la passion qui nous anime pour le monde de l'art et pour notre métier. Et ça participe aussi de la construction progressive d'une image, qui est une image lente, qui est une image de ce qu'on souhaite donner comme image et avoir comme image. C'est une image de découverte, de curiosité, d'ouvreur de portes, un peu de montreur de chemin, d'être un petit peu des émetteurs. Les artistes étant des récepteurs, nous on a le devoir d'être des récepteurs. Les artistes étant des émetteurs, nous on est des récepteurs et on retransmet un petit peu ce qui se passe dans le monde, la façon dont les artistes perçoivent notre société et le monde. Et donc toutes ces décisions, tous ces projets qui sont des projets beaucoup plus culturels, si on avait un fonds de pension américain comme actionnaire, il nous dirait bon ça c'est gentil mais vous arrêtez tout de suite, ça sert à rien, c'est des conneries. Donc voilà. Et c'est parce qu'on est une société familiale et parce qu'on a cet ADN-là qu'on peut le faire et qu'on doit le faire. C'est l'anti-fonds de pension américain, l'entreprise familiale. Oui, en tout cas le processus de décision et une partie des raisons et ce qui motive nos décisions n'a pas de retombée économique immédiate, mais participe de l'image à long terme ou de la qualité ou de ce qu'on veut donner comme image à long terme. Une autre question, nos étudiants. Bonjour, Gwendoline, étudiante en droit, ça c'est en histoire de l'art à la Sorbonne. Ma question était de savoir comment s'est passée la transmission et si c'était à refaire, est-ce que vous l'auriez fait différemment? La transmission qui a porté nos trois intervenants voilà. À la tête des entreprises. Exactement.
Moi, j'aurais préféré, je commence parce que je suis la seule ici qui a perdu son père il y a plus de 30 ans. Bien entendu, j'aurais préféré que ça soit autrement. Mais j'étais déjà rentrée dans le groupe, mais j'avais encore un peu la lâcheté de ne pas être venue vraiment dans le siège social. J'étais dans les entrepôts de Félix Potin et je voulais quand même pas me frotter tout de suite au personnage quelque part. Mais oui, j'aurais préféré que ça se fasse comme j'essaye de faire maintenant pour mes enfants. C'est-à-dire de les faire venir, de leur apprendre, de leur faire goûter. L'avantage aussi, dans une transmission familiale, c'est qu'on a le long terme. On n'est pas pressé. Et surtout à Margot, vous plantez une parcelle aujourd'hui, dans 50 ans, elle fera le meilleur vin possible. C'est d'ailleurs presque à mon âge maintenant devenu un peu triste de savoir que le grand vin que l'on fait en ce moment, je ne le goûterai pas à son paroxysme. Mais enfin, Alexis le fera pour moi. Gonzalve, la transition, est-ce que vous l'auriez faite différemment? Non. Non, et j'ai eu beaucoup de chance. J'ai connu mon grand-père, j'ai toujours mon père qui est très présent, et j'ai surtout tous mes oncles et mes tantes. Parce que je pense qu'une transition, ça ne se fait pas dans une entreprise familiale que entre une personne et une autre. Ça se fait entre une génération et une personne ou entre une génération et une autre. La seule chose que je pense que ma génération pourra faire pour celle d'après, c'est d'écrire. D'utiliser les 32 millions de stylos qu'on fait par jour pour peut-être écrire et laisser faire Trop souvent, cette transmission, elle est très orale, devant une terre cuite, devant des pointes ou devant des vignes. Et pour la génération qui suit, comment est-ce qu'on organise ça d'une manière à ce que ça ne soit pas forcément de l'un à l'autre, mais que je puisse parler à 3 générations après moi, je pense que c'est assez important. Arnaud. Moi, j'avais un petit peu anticipé sur votre question. Je pense que je referai la même chose, c'est-à-dire faire d'abord mon propre chemin et revenir comme un acte plus positif dans la société. Mais il y a un contre-exemple chez nous, c'est mon frère. Alors, on a la particularité de travailler à 3, mon père, mon frère et moi. À l'inverse, mon frère, lui, a toujours su qu'il voulait faire ce métier. Il a toujours eu une passion pour l'art, une espèce de deuil absolu, comme certains ont l'oreille absolue pour les objets. Et lui a toujours su qu'il voulait être commissaire-priseur, rejoindre la société familiale, et il en est très heureux. Donc il n'y a pas de formule magique. C'est vraiment, chacun doit trouver sa voie, chacun doit bien entendre sa petite musique intérieure pour savoir de quelle façon il sera le plus épanoui, de quelle façon il se sentira le plus légitime dans la société familiale, mais ça peut être aussi une vocation très, très précoce et une voie linéaire. Allez, encore une question aux étudiants, après on ouvre la salle et on reviendra à vous ensuite. Bonjour, je m'appelle Floriane, je suis élève à l'école ETS, École Européenne. Alors j'ai une question pour vous, Madame Menzelopoulos. Quelles difficultés avez-vous rencontrées lors de votre arrivée dans la maison? Et comment vous faites pour que votre fille ne les rencontre pas à son tour? J'ai eu la chance, je crois, que le choc de la disparition prématurée de mon père ait lissé un peu mes atermoiements. C'est-à-dire que je n'avais pas le choix, j'ai trouvé. Alors vous allez me dire pourquoi. C'est venu comme ça, je crois, à cause de Margot, et parce que mon père était déjà dans un élan de redressement, où dès le millésime 78, qui a été livré juste après sa mort, c'est-à-dire en janvier 80, où tout le monde a dit « mais c'est le meilleur vin des premiers ». Donc il avait réussi à tourner, puisque ce vignoble ne peut pas être dénaturé. Il suffit de bien le traiter, de laisser s'exprimer ses qualités pour faire un grand vin. Donc, je n'avais pas le choix, quelque part. Et surtout, encore une fois, ne pas tuer le père, s'appuyer sur ses collaborateurs, écouter et réécouter. Et ne pas faire de transformation trop vite, parce que j'ai eu l'impression pendant 2-3 ans de rouler sur le chemin de fer qu'il avait tracé, si vous voulez. Et puis après, bien entendu, on est reparti avec... Moi, j'avais engagé un jeune collaborateur pour être directeur général, puisque celui qui avait été engagé par mon père avait pris sa retraite aussi. Donc, bien entendu, les choses changent. Mais au début, je me suis sentie portée, vraiment. Peut-être y a-t-il des questions dans la salle. Oui, monsieur, on va vous porter un micro. Merci de vous présenter. Non, on va faire silence.
des enfants en fait, qui n'étaient pas intéressés ou vous ne vous sentiez pas intéressés à la faire, qu'est-ce que vous feriez? Oui, c'est une bonne question. La génération d'après n'est pas intéressée, vous ne la sentez pas motivée. Est-ce que... Alors peut-être, au fond, chacun d'entre vous, peut-être pas vous, Gonzalo, parce que vos enfants sont peut-être plus jeunes, mais peut-être pour ceux qui ont déjà des enfants presque adultes, vous connaissez, au fond, leurs sentiments vis-à-vis de l'entreprise. Donc il faut vous mettre dans un état d'esprit hypothétique. Si ça n'avait pas été le cas, est-ce que vous les auriez mis à cheval, ou bien est-ce que vous les laissez devenir tout autre chose? Moi, je laisse absolument mes filles libres de leur choix. Et pour rien au monde, je leur imposerai de venir nous rejoindre. Il faut vraiment que ça vienne d'elles. D'abord parce qu'elles seraient malheureuses. Étant malheureuse, elle deviendrait incompétente. Et étant incompétente, elle ferait malheureusement vérifier l'adage de la 3e génération. Donc surtout pas. En revanche, s'appliquer à transmettre les éléments de décision, les clés de décision pour qu'elles prennent une vraie décision raisonnée, ça veut dire aussi qu'elles voient autre chose, qu'elles fassent un choix entre plusieurs hypothèses, plusieurs possibilités. Et là, oui, absolument. Comment est-ce qu'on fait pour transmettre justement ces éléments de choix? Ça touche plus, dans votre cas, à l'amour de l'art qu'à l'entreprise? Oui, c'est un peu les deux? C'est d'abord ça. Notre métier a ceci de particulier que si on n'a pas de réelle passion pour ce qu'on vend, pour le monde de l'art, on n'est pas bon. Si on vend des tableaux comme on vend des chaussettes, on n'est pas un bon commissaire-priseur. On en parle mal, on n'est pas convaincant, et puis on n'est pas heureux, et ça se sent. Donc ça passe par ça. Ça passe par cette passion, par la matière même, la substance même de ce métier. Ça, effectivement, je m'applique à leur transmettre ça, à leur donner cette possibilité d'ouverture et d'éléments de décision, mais encore une fois, surtout pas leur imposer quoi que ce soit. En revanche, qu'elles fassent une formation qui leur sera utile. Je pense que dans nos métiers maintenant, nos métiers ont évolué, et on ne peut plus faire l'économie d'une formation au moins économique d'une école de commerce ou en tout cas des éléments de gestion. Aujourd'hui, une maison de vente se gère comme une société, ce qui était moins vrai il y a 30-40 ans où on était encore officier ministériel. Aujourd'hui, ce sont des vraies sociétés commerciales. Donc il faut aussi avoir ces outils-là pour gérer une société. Donc il faut qu'elles aient ces outils-là, il faut qu'elles reçoivent ou qu'elles développent en elles-mêmes la passion pour la matière, le cœur de métier, et puis après elles feront leur choix. Gonzalo, vous avez des enfants, ils ont quel âge? 4 ans, 2 ans et 4 mois. D'accord. Donc c'est encore un tout petit peu tôt. Mais est-ce que vous y pensez? Mais ouais. Quand même. Non, oui, déjà, oui, j'y pense. Et j'y pense parce que je pense que ça commence au tout début. Je vous ai raconté que j'ai des souvenirs de mon grand-père à l'Impasse. J'en ai d'autres, des souvenirs avec la famille dans l'entreprise. Un des devoirs que M. Dassault nous expliquait, c'est de créer des associations positives à l'entreprise. Aujourd'hui, je dirais dans le monde des Kardashians, il y a énormément d'associations négatives possibles à la famille d'entreprise, la responsabilité, la lourdeur, le devoir. Et le devoir, il est chez nous. De créer un amour avec le produit, un amour avec le métier qu'on pratique. Et ça peut se faire à un très jeune âge. Comment est-ce qu'on va faire avec une 4e génération aussi nombreuse, aussi nourrie, pour choisir le bon? On se reparle dans 20 ans? Non, c'est un processus. On se met d'accord sur comment ça va se faire. On s'épaule. La question a dû se poser aussi pour votre génération, parce qu'elle est déjà aussi très, très nombreuse. Eux, ils sont déjà assez nombreux, oui. Ça veut dire qu'il y a quand même, au sein de la famille, un processus de sélection qui n'est peut-être pas explicite, mais où on se dit plutôt lui que lui. Alors, oui, il n'y a pas plutôt lui que lui, on y travaille et à un moment, on fait un choix.
dans une famille et dans toute entreprise, je pense, bien organisée. Mais je reviendrai sur le développement des hommes et des femmes, alors nos enfants, les garçons et les filles, pour leur donner cet amour de nos métiers. Et chacun d'entre nous a un métier assez différent, mais moi je conçois absolument un jour emmener mon fils Sébastien dans une usine pour lui faire compter les pointes dans un verre, parce que c'est formateur. Corinne, la question de monsieur. J'ai emmené mes enfants tout petits, ils ont toujours trié la vigne ou un peu vendangé, etc. Avec leurs petites mains, j'ai des films et des photos absolument extraordinaires. Vous n'avez pas posé la question qui me paraissait très importante dans le texte, en tout cas, c'est que dirait-on s'il fallait faire venir un actionnaire, même minoritaire, truc. Alors là, je vous réponds, mais pas question. C'est pas envisageable. On a la chance de n'être que 4 encore aujourd'hui. Et à condition de ne pas vouloir une expansion en dehors de notre domaine de qualité, de notre métier propre, je pense que c'est bien parti, puisque j'ai déjà 2 enfants sur 3 qui sont avec moi, quasiment pour Alexis qui doit finir ses études. Qu'est-ce que vous auriez fait, Corinne, si il n'avait pas eu ce goût, cette disposition, cette aptitude, cet appétit pour poursuivre le travail commencé par vous et votre père? D'abord, je voulais qu'ils soient heureux. Je pense qu'on ne peut pas leur imposer de travailler pour Margot, même si c'est Margot, s'ils ne sont pas heureux. Il faut d'abord qu'ils soient heureux, bien dans leur peau, qu'ils n'aient pas justement de complexe par rapport au créateur. Mais je ne suis pas le créateur, donc c'est un avantage en même temps, parce que le grand-père, ils ne l'ont pas connu, l'homme de la fondation du... Donc, d'abord être heureux, je pense, c'est ça qui compte avant tout. Alors évidemment, s'ils peuvent être heureux à Château-Margaux, c'est encore mieux. Je vous le dis honnêtement. Franck Tapiro avait une question. On va porter un micro, si on peut. Non, il a une voix qui porte. Pensez-vous finalement, plutôt que la transmission d'une marque, d'une entreprise, d'un patrimoine quel qu'il soit, que finalement la transmission ne serait pas uniquement une affaire d'émotion? Qui veut répondre? Arnaud. Oui, on l'a un petit peu évoqué. Je pense, dans tous les métiers, et Corinne le rappelait à l'instant, dans tous les métiers, quels qu'ils soient, entreprise familiale ou pas, on est compétent que si on est heureux. Et c'est vraiment la clé. Donc se connaître, savoir quelles sont ses compétences, quelles sont ses appétences, c'est vraiment la clé de la réussite. Et si en plus on a reçu en héritage la passion pour une aventure, un domaine, un monde, un univers, et qu'on peut mettre sa passion au service de la passion familiale, c'est merveilleux, l'adéquation est parfaite. Corinne Gonzalve. Bonjour Franck, et merci de ta question. Et le mot émotion pour moi évoque le mariage, et quelque part c'est la même chose. Le mariage c'est un acte émotionnel, rationnel en même temps parce que c'est très long, et diriger une entreprise familiale, c'est avec énormément de temps devant soi. Donc pour moi, c'est les deux, mais sans l'émotionnel, c'est impossible. Corinne, vous partagez ce sentiment? Ah oui, c'est clair. Je pense que face à l'entreprise qui nous dépasse, en plus en temps, une entreprise qui a 5 siècles et qui va durer bien plus longtemps que vous, et la magnitude de sa renommée qui dépasse tout ce que je peux même imaginer dans ma tête, il y a beaucoup d'émotions, évidemment, mais vous savez cueillir le raisin, s'il pleut, s'il fait... Nous dépendons, pour chaque produit, une année, un seul produit, du bon Dieu s'il existe. Donc là aussi, c'est beaucoup d'émotions, c'est pas toujours positif d'ailleurs, s'il pleut. On vous posera tout à l'heure une question pour conclure la table ronde, en vous demandant à chacun de vous 3, quelle est la chose justement la plus importante que vous avez apprise et reçue avec la transmission de la génération précédente. Mais auparavant, on va continuer. Oui, madame, tout d'abord. On vient à vous après, monsieur Dassault, pardon. Il y avait une... Moi, je bois du petit lait, alors. Bon. Mais on vient à vous tout de suite. Et puis, Oui, bonjour, je suis Brigitte Rézère-Erlin. Moi, je voudrais juste partager un témoignage, parce que c'est un grand hasard que je sois là aujourd'hui, et que je sois dans la famille Baignol et Farjon. Baignol et Farjon, je vois Gonzague qui hoche de la tête, ça vous parle, c'était les plumes, c'était les crayons de couleur, c'était l'invention du tableau Velleda et du feutre. Donc moi, je suis une pièce rapportée dans cette famille, donc j'ai du recul.
Mais je peux vous dire que le syndrome de l'adage s'est parfaitement appliqué, puisque la génération suivante a littéralement planté la société. Que la bonne nouvelle, c'est qu'une autre société familiale l'a reprise et très bien et a fait revoler la société de toutes ses ailes. Et je crois comprendre que les usines de Boulogne et tout le patrimoine historique existe toujours et est toujours en marche. L'autre côté, quand même, de la médaille, c'est que pour la génération d'après qui a vécu, qui a été dans les usines, qui a eu, alors ils ne comptaient pas les mines, mais ils avaient d'autres expériences avec les crayons, les fournisseurs et les clients. Il y a une certaine frustration de ne pas avoir eu l'opportunité de continuer, de monter à bord de l'aventure. Et aussi, pour renverser ce que disait Madame, non pas le syndrome du père qu'on a tué, mais le syndrome du père qui a tué la boîte. Et je pense que c'est assez lourd à porter pour les générations qui sont encore jeunes après l'événement, parce qu'elles ont connu et elles n'ont pas eu l'opportunité, parce qu'entre-temps, il y a eu d'autres événements. Donc c'est simplement un témoignage que je voulais vous apporter, parce que c'est pas toujours rose, et c'est pas toujours les belles transmissions, les belles sociétés. C'est la vie des familles. Il y a des moments heureux. Et c'est la vie aussi de l'entreprise. Et l'entreprise bouge, qu'elle soit familiale ou pas, il y a des mouvements, des fusions, des sessions. Évidemment. Et puis il y a des moments d'éclipse où on perd un peu la main et puis après on la retrouve. Est-ce que vous voulez, Gonzalo, vous qui êtes aussi dans l'écriture, si je puis dire, réagir à ça? Déjà, je vais vous annoncer la venue d'un nouveau-né. On a, il y a un mois, inauguré un nouveau site à Samé. Donc l'histoire continue, perdure, et je serais absolument ravi de vous accueillir si vous voulez venir voir ce que c'est devenu. On continue à écrire, oui, absolument, tous les jours. Et je ne vais pas dire que ça pèse, cette lourdeur-là, mais c'est derrière nous, ça nous pousse vers l'avant. Et ça fait partie de l'énergie. Alors l'énergie, on la puise de nos collaborateurs, bien sûr, parce qu'on ne dirige pas seul, on est appuyé d'une équipe. On puise notre énergie de la famille, parce qu'il fasse 5% de l'actionnariat ou 100% de l'actionnariat, c'est important, c'est une source d'énergie, et toujours se tourner vers l'avant. Parce que BIC a connu aussi des moments difficiles. Comme toute entreprise. Et on se serre les coudes et on revient aux valeurs qui nous ont rendus forts. On a le droit de faire un pas d'écart du chemin, bien sûr. Il ne faut pas essayer à 100% de rester dessus, parce que sinon on tombe par terre. Mais fondamentalement, c'est ces valeurs et cette envie de créer de la valeur aujourd'hui et pour le futur, où on se relève, on prend les autres et on y va ensemble et on continue sur le droit chemin. Pardon. Je voulais réagir à votre témoignage et reprendre un petit peu la thématique de monsieur. Je crois que ça illustre parfaitement le fait, la transmission. Aujourd'hui, on parle de transmission heureuse, de tout ce que ça a de merveilleux, mais il faut toujours avoir en tête le fait que la transmission peut être aussi douloureuse, peut être aussi difficile. Et il faut, je pense, toujours avoir la lucidité de se dire que si une génération n'a ni les compétences ni les appétences pour relever le défi, alors il faut vraiment savoir passer la main. Et il ne faut pas forcer les générations à reprendre le flambeau si elles n'ont pas envie, parce que pour le coup, c'est vraiment l'assurance de planter la boîte. Ça veut dire, si je vous suis, si pour le coup la génération qui vous suit ne montre pas l'inclination ou l'aptitude, vous prendrez un manager à l'extérieur? Oui, clairement. Vous vivriez ça comme un échec? Comme un échec, oui, encore une fois, parce que j'aurais peut-être pas su transmettre la passion de ce métier, de cet univers, mais ça peut être aussi parce qu'il y a plein d'aventures passionnantes dans le monde et que celle qu'on vit n'est pas la seule, et qu'il est heureux, enfin je serais très heureux que mes filles me disent, ben voilà, moi ce monde-là me passionne, j'ai une fille qui veut travailler plutôt dans l'humanitaire, si c'est sa voie, évidemment que je la pousserai de toutes mes forces, et surtout pas la frustrer d'une passion naissante pour l'obliger à reprendre le flambeau d'une société qu'elle aimera moins. Encore une fois, ce qu'on veut tous pour nos enfants, c'est qu'ils soient heureux. S'ils sont heureux avec nous, c'est merveilleux. S'ils sont heureux différemment dans d'autres voies aussi passionnantes, il faut les forcer, il faut les pousser de toutes nos forces. D'autres questions? Oui, Laurent Dassault. Oui, moi, je suis un petit peu dans le bain, donc c'est plutôt un témoignage. Il n'y a pas de règle.
Il y a un nom, il y a une histoire et il y a une mémoire. La règle, ça n'existe pas. Si les enfants ne veulent pas reprendre l'affaire, la gouvernance existe. Dassault Aviation est dirigé par un grand ingénieur, Dassault Systèmes par un grand informaticien. Et mon père aujourd'hui est à la tête de la holding et peut-être qu'un jour je le remplacerai. Mais ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est que les sociétés continuent à nous appartenir et qu'elles marchent. Et la société Epic marche, Château Margaux marche et Cornette de Saint-Cyr marche. Et c'est ça qui est important. Et je vais vous raconter une anecdote qui illustre ce devoir de mémoire. On a un siècle d'histoire. Il y a un ingénieur chez nous qui part en retraite. Il a fait 40 ans dans la société. Il a dit qu'il avait passé les plus belles années de sa vie chez nous et qu'aujourd'hui, c'était le plus beau jour de sa vie. Pourquoi ? Parce qu'il est allé décrocher un portrait de Marcel Dassault dans son bureau. Il a descendu un étage, il est allé l'accrocher dans le bureau de sa fille. Joli, c'est joli, ça. Oui, belle histoire. Oui, monsieur. Bonjour, Édouard Mondron. En fait, je suis actionnaire par famille de l'entreprise Solvay, partenaire de l'éloge de la transmission. C'est particulier d'être dans cette situation-ci, étant donné en plus que mon père est mort il y a 1 an et demi. Donc je me retrouve avec un capital action. Vous êtes actionnaire et membre de la direction, enfin vous travaillez non, dans le... Non, justement, et d'où mon intervention. Comment est-ce que vous, et notamment M. Bich, comment est-ce que vous fédérez en fait cette affectio societatis à travers des dizaines d'années, des générations, parce que Solvay existe depuis 150 ans, et aujourd'hui, je suis actionnaire, et c'est vrai qu'avec les transformations du monde actuel qu'on peut vivre, je me sens encore avec l'étiquette Solvay, alors que je pourrais faire ce que je veux de mon patrimoine. Comment est-ce que vous arrivez à fédérer ça à travers le temps ? Vous faites partie d'une très belle famille, je connais certains de vos cousins. On le fait en démontrant notre métier. Alors, je vous ai raconté l'histoire de compter les pointes. On peut compter les pointes, mais on peut aussi, donc en août de l'année prochaine, j'emmènerai toute la jeune génération faire une implantation de rentrée des classes. À 2h du matin, je vais lever 15-17 ans, donc on va mettre beaucoup de réveil, et on va les emmener faire les Carrefour, les Auchan, les Leclerc de la France. Et ils vont voir de leurs mains et créer de la valeur de leur temps. Pour voir où sont vos produits, s'ils sont bien exposés et tout ça, hein ? Non, ils ne vont pas aller voir. Ils vont les travailler. Ils vont ouvrir des cartons. D'accord. Ils vont démonter des rayons. Ils vont implanter des rayons, mettre la marque en avant. Ils vont mettre leur nom devant les consommateurs. Et s'ils sont encore réveillés parce qu'on leur a donné 2-3 cafés, à 8h du matin, ils verront les consommateurs venir dans les magasins et faire témoignage de la marque, témoignage de la qualité, témoignage de cette relation de complicité avec maman-papa qui fait les achats pour ses enfants, pour la génération future. Ce qu'ils ne savent pas, c'est que vous allez tout noter et que ça compte pour le dossier dans 20 ans. Absolument. Une caméra cachée. Exactement, on comptera le nombre de paquets par minute et tout, parce que quand même, on est des industriels. Non, mais tout ça, ça fait un ensemble. Mais pas que ça, parce que y a la marque, il y a le métier, mais il y a aussi tout ce qu'il y a en dehors. Il y a les réunions de famille, il y a les discussions, les débats, les échanges même de grandes décisions stratégiques qui se font. On ne va pas... Monsieur Dassault me suggérait d'aller acheter Montblanc. Non. Mais si c'était le cas, on en discuterait. Est-ce que vous portez ce projet-là ? Parce que ce n'est pas à moi de le faire si vous, qui aurez à faire le travail, ne reprendrez pas ce flambeau-là. Ça veut dire que les repas de famille, c'est les conseils d'administration ? Pardon ? Ça veut dire que les repas de famille, c'est les conseils d'administration autour du poulet dominical ? C'est des mini-conseils d'administration, oui. Alors, oui. On ne vous pose pas la question à l'un et à l'autre parce que la famille est peut-être plus... Enfin, les actionnaires, le nombre d'actionnaires est peut-être plus restreint, ou sauf si vous voulez ajouter un mot là-dessus. Non, Arnaud ? Nous, c'est plus ramassé. Les conseils d'administration se font le matin autour d'un café à 3, donc c'est plus rapide. Et puis bon, on en a déjà parlé, de la façon que nous, on a de transmettre cette affectio societatis à nos enfants, c'est d'abord de les emmener dans les musées et d'aller de découvrir le monde de l'art. Donc on a déjà évoqué. On va reprendre une question de nos étudiants. Bonjour, je m'appelle Noël, je suis en 3e année à l'ESSEC. Et mes 2 parents ont créé il y a 27 ans une entreprise familiale, un hôtel.
Et on est à ce moment de la transition. Donc ma question est liée à ça. C'est quel conseil vous donneriez à une entreprise qui crée ou qui transmet son patrimoine à ses enfants? Qu'est-ce qu'il faut pour bien réussir cette transition? Voilà. Hein. Alors là, tous les trois, on attend vos lumières. Je pense déjà, pour revenir à mon obsession, c'est de ne pas tuer le père, je crois, et surtout écouter tout ce que les autres ont à vous apporter, et ne pas essayer de faire des fantaisies ou du yéyé dès le départ, parce que vous devez juste vous assurer que ça marche et après vous pourrez peut-être voler de vos propres ailes. Mais je crois que de prendre son indépendance trop vite, moi, m'a toujours paru dangereux. Arnaud, moi je vous conseillerais de faire un vrai, sans aller trop loin dans l'introspection, mais de vraiment analyser ce que vous voulez faire vous. Quels sont vos rêves, quels sont vos projets. Une entreprise familiale, c'est une sublime aventure, mais ça ne doit pas être un boulet, ça ne doit pas être une chose qui est attachée à votre pied. Donc, faites ce travail-là de découverte. Vous êtes à l'ESSEC, vous avez vu, j'imagine, plein de choses, plein d'univers. Continuez à ouvrir votre esprit le plus possible pour que ce choix, encore une fois, soit un choix positif et que ce merveilleux cadeau ne soit pas un boulet. Gonzalo. Vous êtes dans une très bonne école, donc déjà vous y êtes, mais Arnaud l'a dit tout à l'heure, cherchez là où vous allez être épanoui. Parce que vous signez pour très très longtemps. Donc c'est vraiment un mariage en quelque sorte. Donc apportez-y le même questionnement que l'autre acte. Quand Corinne a dit à plusieurs reprises, il ne faut pas tuer le père, qu'est-ce que vous en pensez, vous, l'un et l'autre, qui travaillez avec votre père? Qui êtes des garçons. Qui êtes des garçons de surcroît. Donc la question du père, évidemment, se pose avec un surplomb qui n'est pas du tout le même que dans le lien père-fille, quoi. Comment on fait? C'est-à-dire que... Est-ce que c'est un sujet ou pas? Vous avez l'air d'être étonné de la question, Gonzalo. Non, je pense que c'est un sujet, réellement. Donc moi, j'ai beaucoup de chance. J'ai le mien avec moi et qui continue à me coacher et me faire voir des choses tous les jours. Je pense que tuer le père, il y en a qui sont obligés de le faire. Vraiment, dans la pure crise, ok, je peux peut-être le croire. Mais quand il y a une source d'information, d'inspiration, de passé, de vécu, de regard sur le futur, je pense que c'est juste éloigner un point de vue comme un point de vue, et qu'il soit le père ou un autre, c'est juste pas très intelligent en termes de management. Arnaud. Moi, mon père est dans la salle, il est devant moi. Alors, donc, il va se boucher les oreilles. Où est-ce qu'il est, votre père? Il est juste là. Il est là. Très bien. Mais néanmoins, je vais vous parler franchement. Tu es le père, j'imagine que ça dépend du père, d'abord. C'est probablement pour certains une façon de se construire. J'imagine que travailler en famille, ça peut être le paradis ou l'enfer. J'imagine l'enfer. Pour nous, c'est le paradis parce qu'on est extrêmement unis, on passe nos vacances ensemble, on passe nos week-ends ensemble, on vit ensemble en osmose. Et travailler dans ces conditions, c'est absolument merveilleux. Donc non, j'ai pas eu à tuer le père, mais j'ai aussi pas eu à tuer le père, indépendamment de l'amour infini que j'ai pour lui, aussi parce que mon père a eu l'intelligence de tout de suite me laisser ma place, de pas vouloir m'imposer les choses. Il m'a laissé une immense liberté quand on est venu rejoindre la société. C'était en 93, le marché de l'art était dans le pire moment du marché de l'art. La société était vraiment pas en forme, le marché était très très difficile. Donc on est arrivé au pire moment. Et je crois que ça a été formateur et on a pris des décisions, on a monté des départements, on a pris des décisions, on a fait des choix. Et mon père nous a toujours laissé absolument libre de mener à bien nos projets. Il nous a donné les rênes sans pour autant lâcher les rênes, enfin sans pour autant nous dire vas-y maintenant démerde-toi, mais vraiment fais des choses, je te regarde, je te conseille si tu veux, mais va au bout de tes projets. Et ça, je pense que c'est aussi une chose que nous on doit en tant que père, potentiellement transmetteur d'entreprise et de tradition, qu'on doit apprendre à faire. Mon père a eu l'intelligence de le faire, et j'espère que si jamais nos enfants nous rejoignent, mon frère et moi, on aura aussi l'intelligence de leur laisser leur place et de les laisser s'épanouir. Monsieur, est-ce qu'on peut vous solliciter et vous demander justement comment vous avez vécu ça, au fond, parce que c'est vous qui avez créé l'entreprise,
Vous avez manifestement fait de la place à votre fils. Comment ça se passe dans la tête d'un chef d'entreprise? Comment avez-vous vécu cette transmission? Un immense bonheur. Je peux rien vous dire d'autre. C'est assez expressif. Merci à vous. On va prendre une autre question. Oui, mademoiselle. Bonjour, je m'appelle Sarah, je suis en 2e année d'école d'ingénieur. Et c'était très intéressant d'assister à cette conférence parce qu'on va reprendre votre adage. Mes parents sont en train de créer une entreprise familiale et étant l'aîné de la famille, je suis donc à cheval entre la première et la 2e génération. J'ai donc la double charge de créer et de développer, et en plus de transmettre à mes sœurs qui sont plus jeunes. Qu'auriez-vous à me conseiller pour faire face à ça? C'est un petit peu la même question que la question précédente. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose? Sauf que vous avez cette merveilleuse chance de participer en famille à la création d'une aventure. Alors ça, c'est un autre profil, mais j'imagine que créer une entreprise avec ses parents, mais en même temps, les accompagner dans la création même, être à l'origine du projet avec vos parents, j'imagine que c'est une aventure absolument formidable. Des conseils, c'est compliqué. On vous souhaite la meilleure chance possible. Hein? Merci. Mais peut-être juste la même réponse qu'à mademoiselle. Soyez certain que cette aventure vous passionne et que vous allez pleinement vous épanouir dans cette entreprise et dans cette aventure. En tout cas, vous avez l'air de prendre cette perspective avec pas mal de sens des responsabilités. Donc, à ce titre-là, nous vous félicitons. Merci. Il y avait une question à vos côtés, juste derrière. Oui, monsieur. Oui, bonjour à tous, je m'appelle Victor, je suis étudiant à l'ESCP Europe en 2e année. Alors moi, pardon, excusez-moi, j'ai plus de voix. Juste pour donner un peu de paysage autour de pourquoi l'éloge de la transmission m'intéresse particulièrement. Je viens d'une famille de traiteurs à Strasbourg. J'aurais pu être la 4e génération à reprendre l'entreprise, mais l'adage, donc mon père n'a pas planté l'entreprise comme le voudrait l'adage, mais en fait c'est mes grands-parents qui avaient pris un petit peu d'avance et qui avaient profité de la 2e génération pour éteindre un petit peu le mouvement. Je rebondis un peu sur la question qui a été posée sur l'émotion tout à l'heure, parce qu'on parle bien ici de transmission et pas de transition. Vous avez utilisé l'image du fil à plomb tout à l'heure, donc ça parle bien de charge, de verticalité. Et en fait j'ai une question qui peut-être se pose pas, peut-être que c'est ma jeunesse qui me fait poser cette question-là, mais on a parlé de temps long, de temps court, d'émotion, et le sentiment en fait de famille. Qu'est-ce qui prévaut? Est-ce que c'est l'entreprise, le temps long de l'entreprise, la création de l'aventure familiale, ou est-ce que si un jour vous êtes dans une situation de conflit, comme il y a pu y avoir par exemple chez moi, qui bien heureusement s'est solvé, et si malgré vous auriez à choisir entre conserver une relation humaine, familiale et directe avec vos enfants ou vos successeurs, qu'est-ce qui prévaut? Est-ce que c'est l'entreprise ou est-ce que c'est la famille, au final, qui a le mot à dire? Question pas facile, hein. Ouais. On ne vous souhaite pas d'être aucun des trois dans cette situation-là, mais si d'aventure, Corinne, ça se produisait, vous insistez beaucoup, vous nous avez dit au moins à 2 reprises, peut-être 3, cette entreprise est plus grande que nous, hein, parce que la vôtre, bien évidemment, parce que justement, elle est séculaire, multiséculaire, et elle est là pour des siècles. S'il fallait choisir entre l'entreprise et sa famille, comment vous verriez cela? Je n'arrive pas à comprendre la question, je suis désolée. C'est une forme de réponse aussi. Hein. Excusez-moi, je ne comprends pas à quel moment je pourrais me trouver entre l'entreprise et... Mettons, dans une situation de conflit où vous êtes, votre fille travaille avec vous maintenant, vous êtes à un moment où la transmission, la transition et la transmission ont déjà commencé. Vous arrivez à un moment de conflit qui est tel où vous avez, en tant que personne, à choisir entre conserver votre relation avec votre fille, cette relation de confiance et d'amour, ou de respect ou autre, et préserver plutôt ce que vous voyez comme bon pour l'entreprise. Conflit, par exemple, sur une option stratégique de l'entreprise. Voilà, typiquement, entre ouverture et fermeture. Vous ne seriez pas d'accord avec la génération d'après, voilà, sur vraiment quelque chose d'essentiel pour le devenir de Margot. Comment vous verriez ça? Je ne sais pas, je l'ai pas vécu, je ne l'imagine pas. Donc honnêtement, je reste un peu sans voix. Tu as une idée? Gonzalve, vous voyez les choses. Je pense que c'est une des grandes forces des entreprises familiales. On a parlé d'émotions, et parfois ce sont des émotions très fortes. C'est vrai que dans le conseil de famille, le dimanche autour d'un poulet, ça peut monter très haut, très vite. Mais quand on a le temps devant soi, on a aussi la maturité de dire
on se revoit pas demain matin dans une salle de réunion, on se revoit dans un mois. On laisse retomber les esprits et on y voit plus clair. Mais quand on est dans une entreprise familiale, on est dans la collectivité familiale aussi. Donc on ne cherche pas forcément moi, mais nous. Et quand on parle de nous, je pense qu'on trouve toujours un moyen d'aller vers l'avant. Autrement dit, c'est aussi une fabrique de consensus, hein, la famille, de convergence. Je ne suis pas un grand fan de consensus. Je suis un grand fan d'alignement. On se remet tous ensemble vers une stratégie. Et quelque part, il y en a qui auront dit non. Mais quand la majorité ou le bon sens est passé par-dessus, ou l'alignement stratégique s'est fait, tout le monde se rassemble. C'est quand on élit son président, le lendemain, on n'est pas contre, on est avec. Et en famille, c'est encore plus vrai. Arnaud. Je crois effectivement ce qui fait la force des entreprises familiales, c'est leur cohésion. Donc à partir du moment où il y a une fracture, je vais essayer de me mettre dans cette hypothèse tragique où j'aurais cette fracture de choix stratégique avec des enfants, mes enfants. Je pense que le choix serait un choix de rupture professionnelle pour préserver à la fois la famille et la société. Sinon, ça ne marche pas. Si on rentre dans ce type de conflit, mais on parle pas de conflit de désaccord, on parle de conflit profondément enquisté et qui est gravissime. À ce moment-là, la pire solution, c'est de continuer comme ça, parce qu'on perd et ce qui fait la force de votre entreprise et votre famille. Donc c'est ce qu'il y a de pire. Donc il vaut mieux, à ce moment-là, que certains éléments, peut-être, j'imagine, enfin encore une fois, sont des hypothèses un peu cauchemardesques que vous nous demandez d'évoquer. Mais on va le faire. Je pense qu'il vaudrait mieux à ce moment-là que certains membres de la famille s'écartent de la société, encore une fois, pour préserver et la famille et la société. Il y a une question intéressante là, de Lucas. J'aimerais bien qu'on y vienne. Comment une entreprise familiale, Lucas, vous pouvez nous la donner sur le talent, au fond, comment naît le talent dans les entreprises. Vous voulez que je la lise pour vous? Non, c'est bon, je peux le faire aussi. Non, c'est une question, c'est pour savoir comment comment est-il possible que les entreprises familiales fonctionnent bien et parfois mieux que d'autres entreprises, alors qu'a priori le talent ne se transmet pas, ou même la qualité ne se transmet pas de génération en génération. Disons, pas par la génétique, hein, en tout cas. Pardon, oui, par quoi se transmet-il, justement, oui, voilà, alors que, bien évidemment, ça n'est pas la génétique. Quel est votre sentiment là-dessus? On a évoqué tout à l'heure la passion. Je pense que c'est une des clés, un des éléments de réponse, c'est la transmission justement d'un ADN. L'ADN se transmet, comme vous le savez. Donc c'est ce qui fait la force. Après, je suis d'accord avec vous, le talent ne se décrète pas, un nom de famille n'est pas une preuve de talent, ni de compétence. Donc il appartient à chaque famille de déterminer si oui ou non la nouvelle génération a les capacités et les aptitudes et les appétences pour prendre le relais ou pas. Et puis, dans une génération, effectivement, de choisir celui ou celle qui sera le plus à même de reprendre le flambeau. Mais c'est plus la transmission, encore une fois, d'une passion et d'un ADN qui compte. La passion, vous êtes d'accord avec ça l'un et l'autre? Oui, c'est l'intérêt qu'on y porte, c'est l'attachement, et puis il faut dire les choses telles qu'elles sont, la fierté aussi, parce qu'on n'abandonne pas une entreprise familiale, je pense, facilement, parce que les autres l'ont réalisé avant vous, et il faut la continuer à la porter. Il y a la fierté et la passion, et je souhaite à mes enfants, et je vous souhaite surtout à Arnaud et à que vous ayez la même chance que moi avec vos enfants plus tard, parce que je suis un peu en avance. Gonzalo, il y a une expression populaire, on dit « il est tombé dedans quand il était tout petit ». On parle évidemment d'Obélix, mais même plus largement, des gens qui savent faire les choses parce que, justement, dans leur famille, dans la culture familiale, eh bien, ils ont été portés, aidés, et probablement avec la passion dont vous parlez. Vous croyez à ça? Oui, mais pas pour tout le monde. Et je pense que c'est très important de laisser les gens plonger dans la marmite et pas tomber dans la marmite. Quelque part, il faut que ça soit un choix. Une histoire d'amour qui se crée entre la personne, les valeurs, le produit, le métier. Chacun y trouve son compte.
Mais quelque part, tomber dans la marmite, ça peut être aussi la responsabilité des parents. Alors, on l'a tous dit, je pense, on ne force pas la génération après, mais on l'amène à la marmite, on dit que la potion est bonne, et j'en témoigne, la potion est très bonne, mais ça se construit sur le temps. Peut-être une dernière question avant qu'on demande à nos intervenants de conclure. Madame, si on peut vous faire porter un micro. Juste de l'autre côté. Merci à vous. Bonsoir. Je voulais faire juste un petit témoignage. Il y a plus de 20 ans, donc c'était un moment, j'ai eu la chance de passer une journée avec Antoine Ribou, qui venait de transmettre, enfin, qui a déjà quelques années avait transmis le vaisseau du groupe Danone. Et en fait, dans la discussion, c'était plutôt assez relax. Et il avait parlé effectivement sur la transmission du fait que, effectivement, pour lui faire plaisir, on avait fini par lui laisser un bureau, un téléphone. Il était un petit peu c'était avec un petit peu d'humour. En revanche, au moment où il a parlé du fait qu'il avait beaucoup soutenu les jeunes talents violon, et il était assez proche de Rostropovitch, et j'ai senti que dans la transmission, autant il avait dû, avec une certaine fatalité, il avait laissé le fait que, voilà, peut-être de toute façon, ils n'avaient plus les mêmes méthodes, il était un capitaine d'industrie d'un autre temps, et qu'il en a s'était fait une raison. Et c'était très émouvant. En fait, ce qui l'avait touché le plus, c'était le fait que son fils avait changé de stratégie, on va dire, en tout cas, et avait laissé tomber ce qui avait été vraiment pour lui, puisqu'on a parlé d'émotion. Et l'émotion avait été qu'il n'y ait pas repris le flambeau derrière, ce qui était peut-être une goutte d'eau financière, on va dire, dans ce grand groupe, et que tout avait été mis sur le golf, qui manifestement n'était pas forcément, avait pas plus d'attrait que ça. Donc c'est vrai que parfois il y a des passations qui peuvent se faire avec douleur, d'autres c'est des douleurs un peu plus soft comme ça, où voilà, il y a quelques petits moments déceptifs. Et du coup, avec toutes ces discussions, ça m'a ravivé cette discussion qu'on avait eue cet après-midi. Avec Antoine Ribou. Ouais, et donc l'émotion n'est pas forcément dans les valeurs économiques ou etc., mais des émotions sur des valeurs qui peuvent se jouer sur des questions plus artistiques. En l'occurrence, c'était cas-là ou sur d'autres sujets. Voilà. Parfait. Merci à vous de nous avoir rappelé ça. Merci à vous tous. On va vous poser une dernière question. Je voulais annoncer il y a quelques minutes. Au fond, s'il y avait une chose que vous souhaitiez nous dire sur ce que vous avez appris de la génération précédente, dites-le nous, s'il vous plaît. Arnaud, Gonzalve et Corinne pour terminer. Je commence. Oui. Ce que j'ai appris, d'abord, ça a commencé par mon long face-à-face avec cette terre cuite quand j'étais petit. Mais ce que j'ai appris surtout, c'est l'importance des rapports humains dans une entreprise familiale. Elle est absolument essentielle. Et mon père nous a toujours transmis ça, à ne jamais imposer aux autres ses problèmes, ses mauvaises humeurs, de toujours avoir la plus grande courtoisie possible avec ses collaborateurs. Je crois que c'est aussi ça, un petit peu l'ADN des entreprises familiales. Et puis, je me répète, pardon, mais la passion pour ce qui fait le cœur de notre métier, qui est le monde de l'art. Alors, en ça, c'est vrai que c'est un petit peu particulier, mais on ne rentre pas dans ce métier si on n'a pas une vraie passion pour cet univers. Merci. Gonzalve. Pour moi, c'est la détermination d'avancer et de développer. Quelque part, c'est la rage de vaincre. Et quand on a des horizons en termes d'années, de décennies, ça donne une autre perspective. Jamais baisser les bras, toujours continuer, parce qu'on a quand même la famille derrière soi qu'on est obligé d'emmener vers le futur. Merci. Corinne, pour le mot de la fin. Mon père disait toujours que le succès, c'est 99% de travail et 1% de chance. Donc, en tout cas, il faut beaucoup, beaucoup travailler, parce que quelque part, je ne vais pas dire que c'est pesant, mais vous le devez à l'entreprise et au reste de votre famille, même si la mienne n'est pas très nombreuse. Et cette émotion, je reviens toujours sur les mêmes mots, je suis désolée, ce devoir qui vous est... Et en particulier, écoutez
écouter ceux qui étaient là avant vous, ceux qui vous entourent, les respecter et ne pas croire que vous savez tout de suite, parce que ça, c'est jamais vrai. Socrate est mort en disant « je sais que je ne sais rien ». Merci à vous, je crois qu'on peut applaudir nos intervenants pour la mer.